Audio Jungle. Bonjour à tous, grand bonjour à toutes. Merci de nous confier chaque jour votre réveil et nous en faisons un matin plein de bonheur. Bienvenue, Christelle Akoussa signe, estampille la réalisation de cette émission, mais elle n'est pas seule. Autour d'elle, une équipe dévouée avec bien sûr des personnes talentueuses comme celui qui tient la caméra que je regarde maintenant. Il s'appelle Crépin et c'est un véritable bout en train. C'est toujours un plaisir de l'avoir. Merci. Au sommaire de ce rendez-vous, on aura bien sûr la charpente de cette émission et la charpente, elle est toute simple. Les mardi, il y a droit, il y a techno et puis il y a également du suspense parce que le conducteur de Matin Bonheur est extensible et à tout moment, il y a de bonnes pépites, de bonnes sucreries à vous proposer de 5h55 jusqu'à 7h30. Je fais un gros bisou à Eva et je salue Fatim. Bonjour Fatim. Bonjour Marcelin, coucou à Eva. Ça va ou quoi? Ça va par la grâce de Dieu. Ok, on fait un gros bisou de tout cœur avec Eva. Oui, et tout à fait. Et puis on va dérouler maintenant le conducteur de cette émission, deuxième de la semaine, en commençant par la titrologie. On y va. Bonjour à tous, c'est bien connu, l'événement d'hier fait la une d'aujourd'hui. La preuve en mots et en images. Et on va démarrer avec Fraternité Matin. Le chef de l'État a présidé hier, ce lundi 4 décembre, la 19e cérémonie d'ouverture de l'ICASA. Et vous voyez ces mots, notre ambition est de réduire la prévalence de 2,7% à 1%. La Côte d'Ivoire va investir 21 milliards de francs CFA pour lutter contre la pandémie. Alors la lutte contre le sida se retrouve aussi à la une de l'intelligent d'Abidjan. Vous allez voir avec un témoignage poignant, celui de Assita Ouedraogo, qui nous dit devenir séropositif au cours de la vie ne devrait plus exister. Nous en reparlerons lors de la revue de presse. L'ICASA se tient pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire, 20 ans après la présidence Bédié. Le président Rikonan Bédié était présent lors de la cérémonie et il se retrouve à la une de l'Inter, mais pour un tout autre sujet, vous allez le voir, plus politique, c'est plutôt le mandat. Il s'est donc prononcé face aux militants du PDCI. Il faut sauvegarder les idéaux du PDCI RDA, a-t-il affirmé. La politique a aussi une page large à la une, vous allez le voir, donc de l'Inter, qui s'intéresse à la présidentielle 2020. Quelque chose se prépare pour Soro, nous dit la couverture. Et juste en dessous, on retrouve Charles Konan-Banny qui parle, lui, du retour du PDCI au pouvoir en 2020. Notre Voix, le journal de l'opposition, va suivre et s'intéresse au futur métro avec une très alarmiste, comme vous pouvez le voir. Attention au danger. Et un ingénieur s'exprime sur la question dans donc, le journal de l'opposition. Et pour clore cette titrologie, eh bien, on va aller voir la une de Jeune Afrique, l'hebdomadaire panafricain, qui affiche donc IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali, qui nous dit « Le Mali est une digue, si elle rompt, l'Europe sera submergée ». Allez, c'est tout pour les titres. On se retrouve pour le détail des articles aux alentours de 6h45. À tout à l'heure. Je vous laisse avec Marcelin. Merci beaucoup. 5h58 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, en ce 5 décembre 2017. Aujourd'hui, vous le savez, c'est le jour célébré pour les Gérald et ses variantes masculines, Géraldo, Géraldie et Géralda, Géraldine et Gérald. On espère que toutes ces personnes qui ont ces noms-là nous regardent et on leur fait un petit coucou. Et puis aujourd'hui, 5 décembre, c'est la journée internationale du bénévolat. Montrez-moi vos mains hein, quand je suis avec vous, s'il vous plaît, mes chers cadreurs. Parce que là, je suis un peu perdu là, devant le formulaire. Merci beaucoup. Voilà, 5 décembre, journée internationale des bénévoles. Voilà, tous ceux qui font du bien sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est leur journée aujourd'hui. Et puis aussi, c'est la journée mondiale des sols. Fatim Djidje tout à l'heure parlait donc de l'ICASA. C'est une conférence très importante que notre pays a la chance d'abriter. C'est la plus grande conférence sur le sida en Afrique et ça a commencé depuis ce lundi 4 décembre. Le thème cette année, c'est l'Afrique, une approche différente vers la fin du sida. Pour faire plus simple, sachez qu'il y a 20 ans, il y avait cette magnifique conférence-là qui est venue vraiment poser les fonds baptismaux de la lutte contre le sida. À l'époque,
le sida faisait peur. Et grâce à cette conférence d'il y a 20 ans, les esprits ont changé, la sensibilisation a changé d'axe et on a pris le sida avant tout comme une maladie, ce qui vraiment a fait du bien. La preuve, les chiffres attestent quand même une forte diminution du taux de prévalence dans bon nombre de pays, à l'instar bien sûr de la Côte d'Ivoire, où nous en sommes pour 2016 à 2,7 selon des chiffres officiels du ministère de la Santé et bien sûr de la lutte contre le sida. Et voilà, ce sera comme ça, il y aura beaucoup de choses qui vont rythmer cette conférence, des chercheurs, de la sensibilisation. Il y aura vraiment de la matière. La matière également, dans Matin Bonheur, passe tous les jours, surtout lorsqu'il est 6 heures, par la gym. C'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission de sport sur Matin Bonheur. Coach Kadi avec coach Armand derrière et coach Esther. Aujourd'hui, nous allons continuer notre progression sur la Frank Zumba. Alors, hier, on a vu une partie, on a fait un petit échauffement. On va continuer aujourd'hui avec des mouvements un peu plus dynamiques qui demandent un peu plus de cardio, un peu plus de coordination. Donc, on va forcer un tout petit peu plus qu'hier, mais tout va être fait justement dans l'objectif de vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, quand vous êtes prêts, on va partir pour l'échauffement. On va partir pour des petites rotations d'épaule vers l'arrière, tout doucement. L'échauffement va nous permettre de monter notre température corporelle pour essayer de ne pas se blesser, vu qu'on vient juste de se réveiller. On va partir pour des petits mouvements dynamiques au-dessus de la tête. Et on revient tout doucement. Et on va changer de côté, même chose. On allonge le bras le plus loin qu'on peut. Excellent. On va garder les jambes écartées un peu plus que la largeur des hanches, les orteils vers l'extérieur. On va penser à descendre, comme si on voulait aller s'asseoir sur une chaise et on va remonter. Et on repart, on descend, on essaye de regarder droit devant nous et on revient encore une fois. On en fait deux autres. On expire en remontant, une dernière, on descend. Et on expire en remontant. On va monter les genoux dans la poitrine en alternant. On pense à bien respirer encore une fois. On va emmener les talons aux fesses, tout doucement. Excellent. On va faire des petits sauts. Et on est prêt à partir. Alors, on va partir. Squat à droite, point à gauche. Squat, point. Squat, point. Encore. Coup de poing pour ceux qui peuvent. Boum, boum, et on revient. Même mouvement de bloc qu'on a fait lors de l'échauffement. Coup de poing, droite, gauche. Encore. Bloc en bas. Point. Encore. Bloc en bas. Point. Bloc en bas. Jumping jacks. Un coup de poing vers le bas. Hop, encore. On commence lentement pour se réveiller. On continue lentement. Encore. Encore, go. On repart. Même chose à gauche. Squat, point. Squat, point. Encore. Et on lance. Bloc, gauche, droite, point, pouce, pouce. Encore. Encore. Deuxième partie, on va le rendre un tout petit peu plus difficile. On va accélérer dans les jumping jacks. Jack, point. On commence tranquillement. Encore.
On se prépare et on accélère. Plus rapide. 1, 2, points. 1, 2, points. On pousse un tout petit peu plus. On monte notre cardio. On est un peu plus chaud. C'est normal. Marchez. Respirez. Alors, on se déplace. 1, hop, revient, hop. On va repartir pour les blocs. Même chose, un peu plus vite. On en fait 4 au lieu de 2. 1, 2, 3, 4, frappe. Encore. 1, 2, 3, 4, frappe. Encore. Jumping jacks, coup de poing. Encore. On est capable, vous êtes capable. Rapide, let's go, on se réveille. On marche tranquillement, on respire. J'espère que vous avez eu chaud. En tout cas, nous, de notre côté, on a eu bien chaud. On se dit à demain pour un autre cours de Strong Zumba. Strong Zumba, merci au coach Kadi. Voilà, on espère qu'elle va s'occuper sérieusement de Fatim JJ aussi, voilà, pour améliorer le souffle. Voilà, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous regardez, ça peut être le matin, très tôt, ou tout simplement l'après-midi, parce que n'oubliez pas que ce rendez-vous est rediffusé aux alentours de 14h30 sur RTI 1. Allez, qu'est-ce qu'on mange ce matin? C'est le petit-déj, on y va. Oui, il y a du son dans ce studio, ça fait plaisir. En tout cas, ça réveille. Alors, premier petit-déj qu'on nous propose. Voilà, tout simple, hein? Pratique, efficace. Cocktail sans alcool, bien sûr, c'est le matin. Cocktail sans alcool. Voilà, donc ça nous vient de Madame Viviane Kofi Ouattara depuis Villeparisis, c'est à côté de Paris, avec Maëva, sans oublier Chris Farrell. Ils ont concocté ça de façon concomitante, un cocktail sans alcool. Deuxième petit-déj qui nous est offert ce matin, sponsorisé par Matin Bonheur, salade de légumes avec du riz. Voilà, salade de légumes avec du... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? C'est ça? Enfin, ce qui est sûr, voilà ce qu'on a comme petit-déj. Il y a du riz, je vois du riz. Je vois des légumes. Bon, je pense que c'est ça. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Allez, on va terminer avec des rillettes de thon aux carottes. Ça nous vient de Cocody. Ça m'a l'air bon, ça. Rillettes de thon aux carottes. Mon Dieu, que c'est bon. Ça nous donne des idées pour le matin. Voilà, bon appétit. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes en décembre. Vous pouvez nous envoyer toutes vos photos de décoration, que ce soit de sapin, de traîneaux, de guirlandes, enfin, tout ce que vous faites pour Noël sur notre page Facebook ou notre page Twitter. Voilà, envoyez-nous toutes les photos. Et nous serons très, très heureux donc, de les diffuser. Christelle Akoussa, je le rappelle, réalise cette émission qui va jusqu'à 7h30. Je rappelle que dans la thématique aujourd'hui, nous allons avoir bien sûr le grand plaisir de recevoir le doyen des juges d'instruction qui viendra nous parler un peu du rôle du juge d'instruction, mythe ou réalité, parce qu'on entend toujours parler de juge d'instruction. Son avis est vraiment capital dans le système judiciaire, quel que soit le pays. Il nous dira un peu vraiment de quoi ça retourne cette oreillette là, peut-être. Il nous dira un peu vraiment le bien fondé de sa profession, les tenants, les aboutissants, et puis tout ce qu'il faut savoir sur le travail que mène un juge d'instruction. Pour le moment, on va juger un peu le degré d'intégration et d'implication des jeunes dans cette 19e conférence de l'ICASA à Abidjan, parce que les jeunes sont déterminés à faire entendre leur voix. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, a accueilli les jeunes de l'Afrique de l'Ouest venus participer à la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, vous savez, ICASA. Ces jeunes sont venus faire entendre leur voix afin qu'ils soient associés à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux
dans la lutte contre le VIH-Sida. Un reportage signé Herman Niamien. Ils sont venus du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Ghana pour se joindre à leurs frères de la Côte d'Ivoire pour faire entendre leur voix à la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA. Eux, ce sont les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, issus des associations de jeunesse des différents pays cités plus haut. C'est une première pour moi de voir que des jeunes ont été associés en fait à l'organisation d'un tel événement. D'habitude, on ne fait que nous mettre de côté, on voit seulement ce genre d'éléments à la télé. Je suis vraiment fière en fait de voir à quel point les mentalités ont changé et qu'on fasse aussi confiance à la jeunesse pour les laisser faire ce long trajet-là. Imaginez un peu, depuis Lagos jusqu'à Abidjan, tout seul, qu'on mette des jeunes dans un bus qui feront des campagnes de sensibilisation sur le chemin jusqu'à arriver à Abidjan. Si la jeunesse a une doléance à faire, c'est qu'on puisse véritablement porter un regard vers nous en tant que jeunesse, c'est qu'on puisse investir dans la jeunesse. Une chose est de manifester notre volonté, mais l'autre est d'avoir les moyens nécessaires pour nous permettre de faire face véritablement à cette pandémie qu'est le VIH-Sida. We came here for this conference. Nous espérons, en participant à cette caravane, d'avoir d'abord nos compétences renforcées dans le domaine du VIH et également de tirer les leçons nécessaires pour contribuer au bien-être de nos populations au Nigeria. Après un bref entretien avec les membres du cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports à Makori, c'est à bord d'un bateau-bus qu'ils ont rejoint le lieu de la rencontre au Sofitel Hôtel Ivoire. Dans le bateau, l'ambiance était bon enfant. À leur arrivée au quai de l'Ivoire, c'est le ministre Sidi Touré lui-même qui est venu les accueillir pour leur témoigner sa reconnaissance pour cette forte mobilisation. Le directeur de la protection de la jeunesse, Akeli Niagne, n'a pas manqué de souligner que les initiateurs de cette rencontre attendent beaucoup de la participation de la jeunesse africaine, frange de la population la plus exposée au VIH-Sida. La Côte d'Ivoire fait partie des 25 pays prioritaires où la prévalence du VIH est excessive en milieu jeunes et adolescents. Au moment où ce taux-là se stabilise dans la population nationale ivoirienne, elle monte de manière exponentielle en milieu jeune. Donc, c'est l'occasion au moment où les décideurs, les scientifiques, les médias, les hommes de parole, tous ceux qui travaillent avec les jeunes se réunissent pour réfléchir sur comment inverser la tendance. Le ministre interagit avec sa jeunesse. C'est un aspect qui est très réconfortant. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, est une conférence internationale majeure qui se déroule en Afrique. Sa tenue biennale est alternée entre les pays africains francophones et anglophones. Voilà, formidable reportage qui plonge un peu tout le monde de plein pied dans ce qui est convenu d'appeler la conférence The Place to Be en matière de recherche et de sensibilisation par rapport au VIH-Sida. Tous les pans de la société sont passés au crime, tous les secteurs et toutes les générations de 7 à 77 ans. On prend en compte vraiment les problèmes des uns et des autres au niveau médical. Parlant justement de niveau médical, dans quelques instants seulement, nous parlerons bien sûr avec notre invité techno de tout ce qui est technologique, innovation technologique en médecine, mais ce sera juste après le point route qui lui démarre maintenant. Et le premier tronçon, la première artère, la première route, l'asphalte du boulevard Lagunaire nous dit bonjour et nous montre des véhicules vraiment assez sereins qui circulent. Ça montre que voilà, nous ne sommes pas encore dans le go-slow habituel de ce tronçon-ci de notre capitale administrative. Autre route, autre décor, autre... balai de véhicules sur l'asphalte, c'est du côté de Koumassi, à quelques 3 minutes seulement de l'aéroport international Félix
Houphouët-Boigny qui est très prisé en ce moment parce qu'il y a beaucoup de visiteurs dans notre pays depuis un bout de temps maintenant pour les différentes manifestations. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 décembre 2017, à quelques encablures seulement de la nouvelle année 2018 qui va bientôt s'ouvrir, Inch'Allah, avec beaucoup de promesses. Nous avons bien sûr le plaisir d'être en connexion avec le monsieur technologie de ces matinales. Noël Kofi, bonjour. Bonjour Maxime. Ça va bien? Ça va très bien, Vous merci. êtes prêts? Absolument. À vos yeux, prêts, voyez. Innovation technologique en médecine, c'est la principale manchette de votre présence sur ce plateau. On entend quoi par ça bouge au niveau des inventions technologiques. Alors ça va très vite, l'évolution est fulgurante. Les nouvelles technologies aujourd'hui s'intègrent parfaitement au domaine médical. Donc on a des innovations qui ont le but principal d'améliorer la durée de vie des hommes en fait sur Terre. Et donc les innovations sont très larges. Absolument, absolument. Donc on pourra facilement atteindre d'ici 30 à 40 ans, on pourra facilement vivre au-delà de 150 ans. Donc c'est l'objectif principal. Ce que j'espère à ma rédactrice en chef. Oui. Mais bien sûr. Et donc ces innovations sont très grandes. On commence déjà par la chirurgie robotique. Alors la chirurgie robotique, c'est un véritable robot qui précédemment on faisait les opérations avec le scalpel et tout. Aujourd'hui, les ingénieurs ont inventé un robot baptisé Da Vinci. Wow. Ce robot donc permet aux médecins, aux chirurgiens de pratiquer l'opération à distance. Il est donc rivé, il a les yeux rivés sur sa console et les bras robotisés lui permettent de manipuler. Ah, c'est ce qui se passe comme ça. Tout à fait. Donc le médecin n'est plus en contact direct avec le patient, mais il manipule sa console d'un côté et les bras robotisés, il y en a 4 au total. Il y en a un qui porte une caméra et les autres portent les instruments nécessaires à l'opération et il effectue l'opération. Donc ça réduit le risque de tremblement. Il peut donc beaucoup plus facilement effectuer l'opération. Pour le patient, c'est une ouverture. C'est magnifique ça. Bien sûr. Et c'est à titre expérimental ou ça marche déjà dans... Non, ça fonctionne parfaitement. Ce robot est disponible. Il est à 2 millions d'euros en termes de prix. La deuxième innovation... Il est disponible à Abidjan, dans une clinique d'Abidjan. Abidjan, je pense qu'il va venir. Je pense qu'il va venir et ça ne va pas tarder. La deuxième innovation, c'est l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, grâce à une encre révolutionnaire, il est possible de pratiquer la médecine régénérative. Donc, dans le cas d'une oreille, par exemple, on peut prendre une photo de l'oreille, en faire une copie, un modèle informatique, et exporter le fichier vers un logiciel qui l'envoie à une imprimante 3D. Et l'oreille du patient est alors imprimée dans les moindres détails. Donc on aboutit à une oreille parfaitement à la taille du patient et cette oreille va grandir en même temps que le patient. Pour un enfant, l'oreille va pousser et grandir en même temps que le patient. C'est pas possible. Donc c'est carrément la médecine régénérative et on pourra donc faire tous les organes sur du moyen terme. Et ça vient c'est quel pays qui... C'est la Suisse. C'est donc fait en Suisse par une entreprise de chercheurs suisses. On passe ensuite à la pompe à insuline. Je suis bluffé là. On passe ensuite à la pompe à insuline et le freestyle. Effectivement, c'est très impressionnant. Alors, pour les diabétiques, le diabète, déjà, c'est une maladie. Donc, c'est un taux élevé de glucose dans le sang. Il est simplement dû à une déficience au niveau du pancréas. Donc, le pancréas ne sécrète plus suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans le sang. Et en cas d'excès de glucose, on a des problèmes pour le patient. Alors, on a fait une invention. Précédemment, le patient était obligé de se piquer à chaque fois pour s'injecter sa dose d'insuline. Aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Il y a un mécanisme automatique, donc c'est la pompe à insuline qui est accrochée à la ceinture. Qu'on voit à l'écran là. Tout à fait, et qui permet donc d'envoyer la dose quotidienne d'insuline au patient. Et il fallait également suivre son taux d'insuline. Et pour cela, il y avait un équipement qui permet, en se piquant le doigt, d'avoir son taux d'insuline dans le sang. Mais aujourd'hui, tout le système est automatisé avec un patch comme celui qu'on voit. Ce patch est donc posé directement sur le bras du patient. Il prend directement les informations au niveau du sang du patient et il affiche le taux d'insuline. Avec un petit équipement à côté muni d'un écran, il scanne, donc il n'y a plus de piqûres, il n'est plus nécessaire de faire des piqûres, il scanne simplement le petit module et ça affiche directement son taux d'insuline dans le sang. Super pratique. Absolument, c'est très pratique, c'est révolutionnaire. On n'a plus besoin de se piquer chaque 30 minutes, chaque heure pour avoir son taux d'insuline dans le sang. Le petit module permet de scanner, donc on le scanne simplement. Il est complètement étanche, il résiste à l'eau, donc on peut mener sa vie normalement, on peut nager, on peut faire tout ce qu'on veut et il affiche simplement l'information. Donc c'est une puce. Il va falloir penser à ça aussi pour ceux qui mettent les médicaments dans les yeux à longueur de journée, par exemple, les gouttes dans les yeux. Effectivement, ce serait très intéressant quand même d'avoir un patch, ce serait bien vu. Donc c'est la pompe à insuline couplée au système de freestyle libre. Wow.
L'imagerie dentaire maintenant. L'imagerie dentaire. Alors, évolution en évolution, pour faire précédemment une prothèse, il fallait nécessairement aller chez le dentiste et on passe une pâte à l'intérieur de la bouche pour avoir l'empreinte dentaire. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la pâte. L'imagerie se fait directement grâce à un petit équipement appelé le Condor Scan. Cet équipement permet de photographier la dent. Le Condor Scan. Le Condor Scan, c'est le nom de l'équipement. Il permet simplement, il est muni d'un appareil photo et il prend des photos régulièrement de la dent. Et il permet d'afficher une image 3D. On n'a plus besoin du moulage. Et cette technologie s'inspire de la technologie aérospatiale, notamment avec ce qui est fait avec les satellites. Donc, ça permet de photographier directement la dent. Plus besoin de la pâte, c'est révolutionnaire, c'est fonctionnel. C'est disponible aujourd'hui en France et dans plusieurs autres pays d'Europe. Wow. On passe ensuite aux autotests. Alors, les autotests sont des petits équipements, des petits patchs de la taille d'une carte magnétique qui permettent de faire des analyses personnelles à domicile et d'avoir des résultats en un temps record. Donc, l'un des tests les plus connus, c'est le test de grossesse, bien entendu. Oui. Mais aujourd'hui, cette technologie se répand et on peut aujourd'hui faire le test du sida directement à la maison. Plus besoin de se déplacer et c'est disponible pour plusieurs autres pathologies. On peut réaliser tous ces tests directement à la maison. D'accord, je rappelle que c'est des inventions magnifiques hein, qui font avancer le monde. Je rappelle, restez avec nous tous les mardis. Il y a la technologie là. Pour récapituler un peu, on a eu la pompe à insuline, on a parlé un peu de l'imagerie dentaire, tout ça, tout ce qui fait avancer les choses et c'est très très intéressant. Le but vraiment c'est de faire en sorte que l'homme se sente le plus bien possible, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Et donc comme on a dit, ces autotests sont disponibles pour plusieurs pathologies. On passe ensuite à la médecine du futur. Donc ça c'est ce qui existait, ce qui est disponible en ce moment. On passe carrément à la médecine du futur avec ce qui va venir d'ici 2030 à 2050. Donc c'est des projets encore plus innovants. Vous allez voir que c'est carrément bluffant. On a carrément une lentille pour tester la glycémie. Comme on a vu précédemment avec les diabétiques, maintenant on n'a carrément plus besoin de l'appareil de scanner. Avec une lentille développée par un grand groupe pharmaceutique et un leader de la recherche sur Internet, les deux se sont mis en partenariat et ont développé une lentille. Donc la lentille va analyser le liquide, les larmes qui sont comprises, qui sont dans les yeux, pour ressortir le taux de glycémie dans le sang. Donc c'est très pratique, ça permet de chaque 5 secondes d'envoyer cette information directement à un smartphone ou une tablette ou alors un ordinateur. Donc c'est entièrement un outil connecté. Mais moi la question que je me pose, mais nos CHU auront ça quand? Mais je pense que ces technologies vont venir. Dans 300 ans peut-être, je sais pas. Mais je pense que ça va venir, je pense que ça ne va pas tarder. J'aimerais avoir votre optimisme. Et là, qu'est-ce qu'on a? On passe ensuite à l'imagerie 3D, donc l'imagerie médicale. D'ici 20 à 30 ans, on pourra carrément avoir une réplique de nous-mêmes en 3D. Le médecin donc pourra nous scanner et voir carrément notre physique entièrement comme nous sommes. Il pourra donc nous voir toute notre anatomie entièrement et voir précisément le mal dont on souffre sans avoir besoin de nous opérer, sans avoir besoin d'analyser les organes. Donc, on pourra carrément voir, le médecin pourra circuler à l'intérieur de nous, comme dans un jeu vidéo, mais c'est plutôt notre anatomie entière qu'il verra. Et cela sans qu'on ait besoin de scanners, de plusieurs radios. C'est parfois contraignant, c'est parfois difficile à supporter. Donc, c'est l'évolution et ça va très vite. Mais également, cela se fait également, on peut adapter cette technologie pour la formation des futurs médecins. Les cours ne seront plus dispensés uniquement en classe, on n'aura plus besoin nécessairement de cadavres pour les médecins pour qu'ils travaillent pour analyser. On aura carrément des répliques humaines, donc une image 3D, c'est un casque de réalité virtuelle qui permet de dispenser des cours en réalité augmentée. Donc ça va aller très vite. Avec le casque, on pourra donc avoir l'anatomie humaine complète et voir comment le cœur bat, comment toutes ces cavités se présentent. Et ce sera des cours à noter. Les étudiants pourront donc directement palper. C'est du pain béni, c'est du pain béni pour les étudiants. Absolument, hein. Absolument. Là, la prothèse intelligente. La prothèse intelligente. Vous avez décidé vraiment de nous faire voir toutes les couleurs. Top, absolument. Alors cette prothèse est conçue pour remplacer les membres perdus par les patients. Mais au-delà de cela, elle réagit à la volonté du client, à la volonté du patient. Donc, par la pensée, le patient peut déplacer son pied, il peut effectuer tous les mouvements qu'il avait l'habitude de faire avec ses organes personnels. Donc, c'est carrément intelligent et il s'adapte à la volonté du client. Robots assistants. Les robots assistants. Alors, quand on est à l'hôpital, on a parfois besoin d'un assistant, on a parfois besoin
assistant pour suivre, pour donner les médicaments. Eh bien, aujourd'hui, les robots peuvent s'occuper automatiquement de cela. Ce robot baptisé Hospi peut envoyer directement les seringues ou alors les médicaments aux patients dans leur chambre. Il a une fonctionnalité autonome. L'intérêt à ne jamais se tromper. Hein. Mais bien sûr, il est complètement autonome et il apporte directement les médicaments aux patients concernés. Il a donc un casier à l'intérieur et il faut un badge spécial pour pouvoir l'ouvrir et accéder à son contenu. Ça, c'est dans quel pays? Alors ça, c'est carrément au Japon. Il n'y a même pas un pays africain qui a inventé quelque chose. Mais je pense que ça vient. La Suisse, le Japon, la France, franchement. Et dans la même suite logique, il y a également un robot qui a été conçu pour s'occuper des personnes à motricité réduite. Donc il permet notamment là, comme on le voit, de laver les cheveux, de passer des mélans, des produits dessus. Toujours les mêmes concepteurs du robot Hospi ont également conçu ce lit. Voilà, il se décompose carrément en lit, mais en même temps, c'est également un fauteuil roulant qui a des fonctionnalités autonomes. Donc, il peut se déplacer tout seul, il évite les objets et il fonctionne carrément, il se remet un fauteuil roulant intelligent? Tout à fait, intelligent et connecté. Il est livré avec un écran tactile qui permet de suivre la télévision, de naviguer sur Internet, également d'afficher la vidéo de la maison. Et c'est énorme, en fait, comme innovation. Et la médecine préventive? On passe carrément à la médecine préventive. Avec la médecine préventive, il est possible aujourd'hui, en séquençant l'ADN et en explorant la nanotechnologie, donc c'est la technologie très réduite, d'analyser le brin d'ADN et de déceler les maladies qu'on aura quand on aura 50 à 60 ans. Wow. Et donc, les ingénieurs et les médecins travaillent à des médicaments qui permettraient d'aller s'attaquer directement à ces gènes, directement à l'ADN, à ce brin d'ADN qui va entraîner cette maladie dont on ne souffre pas encore. Donc, on pourra anticiper sur les maladies et guérir des maladies à venir. C'est carrément la grosse innovation et on pourra donc avoir une médecine qui ne sera plus uniquement, qui ne va plus réagir après qu'on ait la maladie, mais qui va anticiper sur la maladie. Et donc ces petits nanorobots, ces tout petits nanorobots pourront analyser l'ADN, la séquencer et extraire le brin d'ADN défectueux afin qu'on évite d'avoir la maladie. Donc c'est carrément la médecine d'avance en fait. Mais ma question demeure, à quand dans les CHU, dans combien d'années? Mais je pense que ces technologies seront démocratisées. Dans un premier temps, les coûts sont déjà un peu élevés. Monsieur Kofi, dites-moi avec c'est dans 300 ans, ça va arriver ici, honnêtement. Je pense que 300 ans, c'est quand même très long. Ça va très vite, la technologie. On croise les doigts. Et là, c'est quoi? Et là, c'est donc le nanorobot qui analyse le brin d'ADN, qui corrige le brin d'ADN défectueux et qui passe à un autre. De toute façon, même si ça arrive ici, il y en a qui vont s'accaparer ça. Ça ne sera pas disponible pour tout le monde. On est habitué. OK, donc là, c'est bien. Ça fait avancer les choses. Absolument, absolument. Donc l'objectif des médecins, c'est qu'on puisse vivre facilement au-delà de 150 ans. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est le mieux vivre, c'est le mieux être et également réduire les coûts. Donc ces technologies sont... Vous nous faites rêver ce matin. Là. Et il y a de quoi, la médecine évolue très vite. Merci beaucoup à vous. Je rappelle notre monsieur techno donc de Matin Bonheur, Noël Kofi. Innovation technologique en médecine. Le but, c'est de vivre plus de 150 ans. On va vivre un peu comme les personnages de la Bible. Hein. Avec tout ce qu'on a vu là, c'est magnifique. Récapitulatif, on a vu? On a vu donc les robots en matière de chirurgie. On a vu l'impression 3D. On a vu la prothèse intelligente. On a vu également l'imagerie dentaire avec le Condor Scan. Et ensuite, on est passé carrément à la médecine préventive avec les analyses d'ADN et les correctifs qui sont apportés à tout cela. Merci beaucoup. Vous avez été excellent, monsieur Techno de Matin Bonheur. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir mardi prochain. Mais avant, on retrouve maintenant, dans quelques instants, le journal et puis tout ce qui est autour, agenda, météo. Vous êtes à Matin Bonheur, restez-y. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Brume humide et brouillard réduiront quelque peu la visibilité dans la bande centrale et le sud forestier avant qu'un temps marqué par des larges éclaircies ne s'y installe. Sur le littoral, une alternance nuages et soleil avec de faibles possibilités de pluie déboucheront sur un ciel partiellement nuageux. Au nord, on aura la présence de vents frais et secs sous un ciel faiblement nuageux. Côté température, on notera 25 degrés à Abidjan et à Adiaké, 22 à Bondoukou et Boaké. Dalo enregistrera 24 degrés également à Dimbokro. À Gagnon, on notera 23 degrés. Une série de 22 degrés est attendue dans les villes de Korogoman et Odéné. San Pedro affichera 25 degrés, 24 degrés à Sassondra et Tabou et 25 degrés dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi, les vents secs descendront jusque dans la bande centrale. Cependant, le renforcement de jet sur le pays favorisera la présence nuageuse. Le sud forestier et le littoral seront sous un ciel ensoleillé. Toutefois, l'arrivée de masses humides et chaudes favoriseront localement la pluie et les nuages qui pourraient déboucher sur des pluies par endroits. Côté température,
températures, notera 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 33 à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Daloa affichera 32 degrés, 34 degrés à Dimboko, 32 degrés à Gagnoa, à Korogo, on notera 34 degrés, 32 degrés à Mont, Odiéné affichera 34 degrés, 32 degrés dans les villes de San Pedro et Sassondra, 30 degrés à Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, il est 6h30, bienvenue dans ce quart d'heure d'information. La 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique s'est ouverte hier ici à Abidjan. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aïmé. Si, lors de sa tenue pour la toute première fois en terre ivoirienne en 1997, Ikaza se déroulait dans une atmosphère d'inquiétude et de peur due à la gravité du fléau que représentait la pandémie du sida, 20 ans plus tard, cette 19e édition de Ikaza, qui se tient à nouveau ici à Abidjan, s'est ouverte ce lundi dans une atmosphère d'espoir, en présence de milliers de participants venus de toute l'Afrique et en présence des plus hautes autorités ivoiriennes et d'illustres invités. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, engagés dans la lutte contre le sida pédiatrique, plusieurs premières dames d'Afrique, membres de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, invité spécial de cette 19e édition d'Ikaza, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, était représenté par la ministre de l'Aviation du gouvernement ghanéen. Présent également à cette autre Ikaza en terre ivoirienne, le président Henri Konan Bédié, qui avait présidé en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire la cérémonie d'ouverture de cette grande rencontre sur le sida qui était organisée pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1997. Il était accompagné de son épouse. Ikaza 2017, la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, s'est donc ouverte dans une atmosphère marquée par l'espoir d'une fin possible du sida mortel en Afrique. Une échéance est fixée, l'horizon 2030. Les différentes allocutions ont salué la réduction des taux d'infection et aussi une meilleure disponibilité des traitements. Le témoignage de la jeune Asseta Ouedraogo se voulait la confirmation des progrès enregistrés. Je suis une personne vivante avec le VIH depuis ma naissance. Ma mère en est décédée en 2003. M'adressant à la jeunesse vivante avec le VIH, battez-vous pour vivre, car le VIH ne doit plus vous éloigner de vos ambitions. Comme vous le voyez, je suis là, devant vous, jeune, bien portante, sous traitement et bien suivie, parce que j'ai eu la chance d'y accéder. Vous avez en vous les capacités physiques et intellectuelles pour fonder une famille et réaliser vos rêves. Ne baissez jamais les bras. Tous les intervenants sont unanimes sur la nécessité d'intensifier les efforts. Cette régression progressive du sida en Afrique est due aussi pour une grande part à l'action des organisations non gouvernementales qui œuvrent sur le terrain. Si la parole ne leur a pas été donnée nommément, elles ont su tout de même se faire applaudir.
Ainsi, pendant 6 jours, à travers ateliers et panels, tous les participants échangeront leurs expériences pour faire avancer un peu plus la lutte sur le continent. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES organise les 4, 5 et 6 décembre les journées scientifiques en Côte d'Ivoire. Hier lundi a eu lieu la cérémonie d'ouverture de ces journées scientifiques. Objectif, redynamiser le volet recherche et innovation dans l'espace CAMES. Chris Diomondé, Patricia Omouetia. Le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé, l'innovation technologique et la transformation sont entre autres les thèmes qui feront l'objet de réflexions de ces journées scientifiques initiées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Il s'agit pour les scientifiques de promouvoir la science, la technologie et l'innovation dans l'espace CAMES. Et ce que nous voulons, c'est que à travers la pertinence des recherches qu'ils mènent, que nous puissions les accompagner vers la capture des financements à l'international. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ces journées confirme du dynamisme de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Nous avons des chercheurs compétents qui ont besoin de moyens importants pour produire des médicaments, des phytomédicaments. Et ces phytomédicaments vont permettre donc à nos pays africains de contribuer beaucoup plus à l'industrie du médicament. Issus des 19 pays membres du CAMES, plus de 200 participants prendront part à cette rencontre. Durant 3 jours, ils devront produire un rapport qui servira de guide aux scientifiques de l'espace CAMES. Les travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou ont été lancés. Le coup d'envoi a été donné par les ministres ivoiriens et burkinabés des Transports. Ces travaux seront exécutés sur une période de 8 ans pour un coût de 262 milliards de francs CFA. Mamadou Kwasi. Longtemps annoncé, longtemps attendu, le projet de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou jusqu'à Kaya devient une réalité. Ceci avec la pose de nouveaux rails par les ministres ivoiriens et burkinabés en charge du transport, soutenu par le ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur et celui en charge des infrastructures économiques. Ce projet d'une durée de 8 ans sera réalisé en 2 phases de 4 ans par le groupe Bolloré. Les travaux d'un coût global de 262 milliards de francs CFA permettront de moderniser et de développer le service de transport des marchandises et des voyageurs par train. La première phase de 4 ans qui commence maintenant et qui se termine en 2021 et qui permet d'investir 85 milliards sur les voies ferrées et environ 70 milliards sur des locomotives, des wagons, des voitures voyageurs. Et d'ailleurs, vous verrez très probablement les premières locomotives qui arrivent déjà d'ici 2 mois environ. Le ministre burkinabé en charge du transport se félicite du lancement des travaux longtemps attendus par les 2 gouvernements, car pour lui, cela va booster les activités économiques de la Côte d'Ivoire ainsi que celles du Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, indiscutablement, le chemin de fer joue un rôle irremplaçable. Aussi, bien sûr, le plan des échanges commerciaux, des importations et exportations, mais aussi sur le plan de la mobilité interne et internationale. Le chemin de fer représente pour nous un potentiel élevé de développement qui nécessite que les contraintes de développement logistique soient articulées aux contraintes de développement local et national. La réhabilitation de cette ligne ferroviaire, vieille de 113 ans, s'imposait selon le ministre des Transports, Amadou Koné. Car le fondement du pont de Dimbokro, il y a 2 ans de cela environ, est la preuve selon lui de l'urgence des travaux de réhabilitation. Premièrement, ce sont des travaux qui permettent d'accroître les capacités en termes de transport de fret. Deuxièmement, qui permet aussi de transporter beaucoup plus de personnes dans de meilleures conditions. C'est un lancement qui est important, Abidjan, Ouagadougou, Kaya, mais c'est toutes les villes, toutes les petites villes et toutes les gares qui sont traversées auxquelles donc, cet investissement va profiter. À la fin de la première phase des travaux, le trafic permettra de réaliser 1 million de tonnes de marchandises et de transporter 250 000 passagers par an, avec une vitesse du train qui passerait de 40 km/h actuellement à 120 km/h. Il faut rappeler que le trafic sera assuré durant les travaux, a annoncé le ministre ivoirien burkinabé en charge des transports.
À l'étranger, la Cour suprême américaine a validé le décret anti-immigration de Donald Trump. Dans une décision rendue hier, la plus haute instance judiciaire américaine permet l'entrée en vigueur du décret présidentiel, même si des procédures judiciaires sont toujours en cours. Le diamant de la paix découvert en Sierra Leone en mars dernier est vendu aux enchères. Il est depuis hier à New York, aux États-Unis. C'est un diamant de 709 carats, le 14e plus gros diamant au monde et le plus gros jamais découvert en Sierra Leone depuis qu'un autre diamant de 969 carats y a été trouvé en 1972. Plus loin des États-Unis, l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, âgé de 75 ans, dont 33 au pouvoir, a été tué hier par des rebelles houtistes, ses anciens alliés au sud de la capitale Sanaa. Samedi dernier, l'ancien président Saleh avait tendu la main à Riyad, se disant prêt à tourner la page de ses relations conflictuelles avec l'Arabie saoudite. Il espérait obtenir en échange d'une levée du blocus qui étrangle le Yémen et cause la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU. Les houtistes ont considéré cette initiative comme une grande trahison, menant à la violente rupture de leur alliance avec Abdallah Saleh et conduisant à des affrontements meurtriers dans la capitale. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. On vous retrouve quand? Demain? Non, pas demain, peut-être en fin de semaine. En fin de semaine. Merci, et ce sera Marcellin. toujours un plaisir. Merci. Maïsako, toujours étincelante de classe sur ce plateau de Matin Bonheur. Matin Bonheur qui se poursuit avec une autre femme, une autre dame étincelante de classe. Décidément, je suis gâté, tout en réitérant mon bisou à Eva parce que je la sais très jalouse. Quand je fais trop de compliments comme ça, après ça chauffe, hein, ça chauffe au foyer. Voilà, merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Voilà, Fatim Djedje est en train de s'installer. Je pense qu'elle est prête maintenant. C'est la revue de presse, on y va. Alors on va commencer avec un témoignage poignant dans l'intelligent d'Abidjan. C'est celui d'Assita Ouedraogo qui vit avec le VIH depuis sa naissance et elle s'est exprimée hier à l'occasion de l'ouverture de la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissible. Alors je la cite. J'ai commencé mon traitement en 2008 alors que j'étais en cours moyen. Deuxième année, j'ai continué à me battre et je suis aujourd'hui titulaire d'un baccalauréat série littéraire. À quoi elle a ajouté que 90% des enfants vivant avec le VIH sont en Afrique et que 50% d'entre eux meurent avant d'avoir fêté leur 5e anniversaire. C'est donc un problème de santé publique. On va poursuivre avec Fraternité Matin qui publie la liste des nominés au prix Ebony 2017. Le président de la commission permanente du prix Ebony, M. Germain Ndri, a communiqué hier donc les noms des journalistes nominés par organes de presse et médias pour 2017. Alors, pour être nominé, il faut remplir les conditions requises, à savoir être ivoirien, avoir la carte de presse et la carte UNJCI, et puis solliciter l'institution avec ses productions. Sans surprise, la RTI est présente. Alors voici les heureux élus: Delphine Blas, Michel Digré, Serge Coléa, Koné Pargasoro et Eugène Atoubé. Bravo à eux et bonne chance. Les confidences de Jeune Afrique maintenant. La première concerne la Côte d'Ivoire et son difficile passage à la TNT, initialement prévu en 2015, puis reporté au premier trimestre de 2018. Eh bien, l'échéance est désormais fixée à mi-2018, voire 2020. L'article se base sur le calendrier approuvé en mai dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, selon lequel une société nationale de diffusion chargée de mener à bien ce projet devait voir le jour en juillet dernier. Or, cet organisme n'a toujours pas été créé et le gouvernement n'a pas encore bouclé le financement prévisionnel destiné au développement des équipements de la TNT, 23 à 25 milliards de francs CFA, auxquels la BOAD devrait contribuer. Autre confidence, le Quai d'Orsay est satisfait de l'arrivée d'Emerson Mnangagwa au pouvoir. Lorsqu'il était encore vice-président au Zimbabwe, la France était parvenue à établir avec lui une relation de confiance par l'entremise des ambassadeurs de France successifs à Harare. Selon l'article fin 2015, Mnangagwa se serait même engagé à protéger les investissements français dans son pays. Paris espère donc bénéficier pleinement du redécollage de l'économie zimbabwéenne qui fut la deuxième d'Afrique australe. Alors l'image que vous voyez à l'antenne maintenant,
maintenant concerne le sujet que je vais développer, qui est très étrange. Vous allez le voir, c'est Allo Police qui nous en parle. Non, là, c'est l'insolite que vous montrez à l'antenne. C'est la une précédente, s'il vous plaît. Alors, c'est peu de le dire. Vous allez voir, l'article rapporte une scène peu ordinaire dans les locaux du commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa. Un détenu dénommé Santé a, comme on dit, gâté le coin en déféquant et en urinant sur lui-même, au point de contraindre les agents de police en poste dans le commissariat ce jour-là, ainsi que les visiteurs à déserter les lieux parce que personne ne pouvait supporter l'odeur pestilentielle causée par Santé, excusez-moi, reconnu comme un indécrottable dealer. Alors, à la demande des agents de la police et la femme du détenu a donc été obligée de nettoyer les lieux avec des bonnes volontés pour rendre cet endroit moins pollué, si j'ose dire. Allez, on finit avec l'insolite. C'était donc une grosse boulette de la part de TF1 dans le 20h de la chaîne. Jeudi 22 novembre, Gilles Boulot lance un reportage sur la reconversion professionnelle et sans le savoir, TF1 a utilisé une archive de Pierre Conti, un condamné à mort en cavale, surnommé le tueur fou de l'Ardèche en 1977. Et après un braquage, il a tué 3 personnes, un gendarme, un père de famille et son fils. Et depuis, il est toujours en cavale. Alors, je ne sais pas, chers téléspectateurs de la RTI, peut-être que vous allez voir sur nos antennes la tête d'un tueur en série qu'on n'aurait pas attrapé depuis. Et je vous laisse en compagnie de celui qui est recherché par tous les magazines People, c'est Marcelin Govoy. À demain. Je me concentre là, je me concentre pour ne pas éclater parce que franchement, l'indécrottable Fatim. Donc les gars, tout le monde a fui. Tout le monde, il a gâté le coin, Marcelin. C'est bon, on a compris. On a compris. Bon merci. Appétit. Fatim, oui, merci. En tout cas, heureusement que j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Si ce n'est pas le cas pour vous, vraiment désolé de la part de Fatim. Mais en tout cas, merci d'être là toujours à nous apporter ces histoires qui nous titillent au sens propre comme au sens figuré. Détour maintenant sur un village communautaire. Personne ne peut y échapper. Vous savez que la Côte d'Ivoire abrite cet important rassemblement de réunions d'experts et de volontaires contre le sida. Donc, la 19e édition de ICASA, la conférence internationale sur le sida, s'est ouverte hier, vous le savez, donc du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. Et c'est une conférence qui va durer une semaine. Nous nous sommes intéressés à Matin Bonheur à ce qui pourrait être la grande attraction de cette rencontre. Il s'agit du village communautaire, une sorte de foire où les organisations non gouvernementales viennent exposer et montrer leur engagement à l'éradication du sida. C'est signé Guillaume Zéré. À cette 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les IST, il y a des scientifiques, des décideurs politiques, mais il y a aussi des communautaires, des organisations de la société civile venues de partout dans le monde pour lever la voix contre un mal qui n'a que trop duré. En Afrique, par exemple, le VIH-Sida, c'est un truc de... Quand on parle de sexualité, ça sonne tabou devant les gens. Donc il faut envoyer la jeunesse dans l'amusement, dans le jeu, dans les couleurs, comme vous pouvez le voir ici. Parce que don't compromise, condomise. Sensibilisation au moyen de la musique, mais pas que. Dans cette enceinte appelée le village communautaire, c'est la communication tous azimuts pour empêcher que le VIH ne prospère davantage sur un continent où il a déjà fait près de 40 millions de victimes. Nous avons fait énormément de gadgets pour le public sur la sensibilisation, surtout sur la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et nous espérons que les gens vont comprendre notre campagne Objectif Vie, qu'il y a zéro discrimination dans toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on fait, on leur présente les activités que nous faisons, parce que nous offrons des services aux enfants. Donc nous leur présentons, ou bien quand eux-mêmes spontanément ils nous posent des questions, on répond et on leur donne de la documentation pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner de la prise en charge. Et surtout qu'ils sachent, parce que souvent les gens ne savent pas qu'il y a un programme national qui existe, qui s'occupe de la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH. Pour une Afrique sans sida, l'ambiance à ce village donne déjà le ton de l'engagement des Africains. Pendant une semaine, ce sont 10 000 personnes qui vont tenter depuis Abidjan de donner la réponse durable pour l'atteinte des objectifs fixés par l'ONU-SIDA d'ici à 2030.
Merci Guillaume et merci également à Herman qui sont nos yeux et nos oreilles dans tout ce qui est sphère sociétale pour nous donner les informations. Quand il y a un fait, il y a un membre de l'équipe de Matin Bonheur, soit Herman Yamien, soit Guillaume Ziri qui est là pour nous relater et on est très heureux de profiter de leur sagacité. Monsieur Quadio Jean-Baptiste est consultant formateur. Il intervient avec nous pour parler de tout ce qui est entreprise. On le reçoit dans un instant. Le thème aujourd'hui, faisabilité technique des projets. C'est parti. On n'a pas de jingle alors que j'ai fait un lancement lumineux, mais c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, Marcel. Alors moi, je vous prends au mot, exercice pratique. Oui. En ce moment, on a cette grande réunion sur le sida. Oui. Et le sida, c'est une maladie, c'est vrai, mais par rapport à la protection, à la prévention, il y a des affaires, il y a un volet économique également. Absolument, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et ici, on va être dans l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire... C'est un cas pratique, là. C'est un cas pratique. C'est-à-dire que moi, je crée une association, une ONG, pour agir sur la propagation du VIH-Sida. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on parle de ça... Allez-y, je vais voir un peu. On va sortir un peu du thème que vous avez proposé, puis on va sur un cas pratique. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je vous écoute. Là, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on sait que le besoin en protection contre le VIH-Sida est énorme dans notre pays. Selon les taux qui sont indiqués chaque fois sur vos plateaux par rapport à ceux qui passent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une offre de protection à développer. Quels sont les moyens techniques qui vont me permettre de développer cette offre? C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de faisabilité technique. Comment je vais m'organiser pour offrir à la population les instruments de protection? Déjà, il faut identifier les éléments de protection. Quels sont ces éléments? Il me faut les identifier. Et puis après, comment les obtenir? Est-ce que je les fabrique moi-même? Est-ce que je les achète pour revendre? Bien. Si je vais les fabriquer moi-même, quels sont les outils techniques qu'il me faut avoir pour fabriquer les condoms, pour fabriquer ceci, pour fabriquer cela qui intervient dans le cadre de la protection des populations contre le VIH-Sida? OK. Si je vais les acheter, il me faut identifier les fournisseurs de telle sorte à ne pas être en rupture des stocks et pouvoir offrir tout le temps, de manière permanente, cette protection-là aux populations. Vous voyez qu'il y a le besoin qui a été identifié, il y a maintenant l'offre que je dois préparer et c'est ça qui fait l'objet de la faisabilité technique. Voilà, ça c'est un exemple de faisabilité technique. Voilà. Mais la faisabilité technique, généralement, M. Quadio, s'appuie sur quoi? La faisabilité technique va s'appuyer sur les moyens techniques. Les moyens techniques et dont je dois disposer pour offrir le service ou le produit que j'ai proposé au client la dernière fois. Je vais prendre un exemple dans l'entrepreneuriat rural, par exemple. Je vais offrir de la banane plantain. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, la banane plantain est prisée. On la mange en foutou, en foufou, en aloko, en chips. Donc, il y a un besoin qui est développé autour de la banane plantain. Je suis Agni, donc je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Moi aussi. Et chose. D'accord. Maintenant, moi, je veux être un entrepreneur dans la banane plantain. Je veux produire la banane plantain. D'accord. Mais, première question, où est-ce que je dois produire ma banane plantain? D'accord. Il faut que moi, entrepreneur futur, je puisse répondre à cette question. Parce que le lieu de production du lieu de production va dépendre l'écoulement de mon produit. Or, vous savez qu'avec moi aujourd'hui, qu'avec les problèmes de terre qu'il y a en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile d'avoir une terre. OK, on a la terre. Je la loue, je l'achète, c'est à moi. Qu'est-ce que je fais? Donc, il faut répondre à cette question-là aussi. Parce que tout ça, ça va impliquer des coûts dont on va parler dans la faisabilité financière. Une fois que j'ai la terre, quel est l'itinéraire technique? C'est-à-dire, quelle est la banane? Quel est le type de banane que je vais produire? Il me faut
m'adresser aux structures d'encadrement. Ils ont des types, le CNRA, ils ont développé des types de bananes qui répondent bien au foutou, à l'aloco, etc. etc. Mais une fois que j'ai la variété de bananes, quel est l'itinéraire technique qu'il me faut suivre? Est-ce que cette banane, cette itinéraire technique, je l'applique de manière traditionnelle ou bien je me dis, ah, tiens, à certaines périodes de l'année, il y a de la pénurie de bananes sur le marché. Donc moi, entrepreneur, qu'est-ce que je fais? Je dois être capable de mettre ma banane sur le marché en toute saison. Donc si je vais adopter le mode de production traditionnel, je ne pourrai pas satisfaire mes clients. Donc qu'est-ce que je fais? Adopter un système de motopompes, de production, etc. Donc ça va entraîner des coûts, des investissements, et à type d'investissement, on va accoler des coûts. Mais même lorsque j'ai les machines, est-ce que j'ai la main d'œuvre? Combien va me coûter cette main d'œuvre? Donc la faisabilité technique donc, va être le comment mettre sur le marché mon produit ou le service que les consommateurs attendent. Voilà un peu résumé. Un téléspectateur nous envoie un cas pratique. Oui. Il veut se lancer dans le lavage de véhicules. Oui. Et il vous pose la question, est-ce que c'est mieux d'être propriétaire du site ou de louer le site? Est-ce qu'à terme c'est rentable ou pas? Cas concret. Cas concret. Sur le plateau, on ne peut pas répondre à la question. Est-ce que lui, il est ou dans quel quartier? Est-ce qu'il a un terrain actuellement? S'il n'a pas de terrain, il veut se lancer dans le lavage d'auto. Okay. Et il demande conseil à notre spécialiste de l'entrepreneuriat. Il lui demande, est-ce que c'est mieux d'avoir son propre terrain ou de louer un terrain? Qu'est-ce qui serait plus rentable, par exemple? À brûle pour point, je ne peux pas répondre à la question. Il faut que je l'ai en face de moi. Mais ce que je peux dire, que ce soit dans le cas de la location ou bien dans le cas de la propriété des terres, il y a des coûts qu'on va analyser pour mesurer la rentabilité. Si je suis propriétaire des terrains, il y a des impôts fonciers que je dois payer. Si je suis locataire, il y a des locations que je dois payer. Je dois comparer. Et la location aux impôts fonciers que je dois payer, qui sont mes charges, pour dégager la rentabilité. Toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le coût de location ou l'impôt foncier qui va compter dans les charges. Si je dois porter l'eau sur ma tête pour venir, si je dois aller acheter, ou bien si j'ai un compteur d'eau, un branchement d'eau qui alimente mon site, et quel est le système d'exploitation? Est-ce que je prends des brosses pour laver la voiture? Ou bien est-ce que j'ai un système qui, en un clic, me nettoie la voiture? Donc la rentabilité va être fonction de toutes les charges induites en fonction du système d'exploitation qui a été choisi par Mais l'avantage, M. Kouadio, il faut qu'on le dise, c'est d'être propriétaire du site. C'est d'être propriétaire du site. Si c'est sur un terrain, être propriétaire du terrain, c'est ça? Voilà, c'est un avantage parce qu'à côté de ces sites qui m'appartiennent, je peux développer... Ça réduit les coûts? Bon, ça dépend. Parce que si mon terrain est dans une zone très éloignée où les clients n'ont pas accès, vous voyez que je n'ai aucun avantage à mettre cette exploitation-là sur un terrain. C'est pas faux. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est au cas par cas, et on étudie. Si c'est une zone très fréquentée. Si c'est une zone très fréquentée, voilà. Là ça tourne, là c'est tout bénef comme on dit. C'est tout bénef comme on dit. D'accord. Alors pour récapituler, M. Kouadio, la faisabilité est basée sur le flair aussi quelque part. Il faut avoir beaucoup de flair, et il faut être précis aussi. Il faut être très précis et savoir ce qu'on veut. Vous le dites si bien parce que la dernière fois, j'ai vu un ophtalmologue sur votre plateau ici. Vous voyez, il a eu le flair. Il a dit, en Côte d'Ivoire, il y a 24 000 personnes. 24 millions 24 millions. Ah, c'était en 1800 peut-être. Voilà, ça fait combien Dieu. Vous voyez ce que ça fait? Il dit, je me lance dans des études d'ophtalmologie. Et il a fait ses études d'ophtalmologie et il est installé. Il a eu le flair, il a observé, il a regardé. Il a senti ça. Alors, M. Kouadio, une question qui me brûle les lèvres. Oui. Nombreuses personnes m'en voudraient si je ne la posais pas. Pourquoi les Ivoiriens ont cette
culture, enfin certains, du suivisme. Quand une affaire marche, tout le monde veut faire. L'anacade, ça marche, tout le monde se lance là-dedans. Le cacao, ça marche. Le cacao, ça marche, tout le monde est dans le va cacao. dedans. Et puis après, on dit les prix baissent. On est humoriste, on fait des spectacles en décembre, tout le monde va faire des spectacles en décembre. Pourquoi cette culture du suivisme? Pour en remédier à cela? Non. Les Ivoiriens ne sont pas généralement des entrepreneurs. C'est des affairistes. Ah bon? C'est quoi la nuance? C'est-à-dire qu'ils sautent sur toutes les occasions où ils pensent avoir de l'argent. Il y a un peu d'opportunisme dedans? D'opportunisme, du tout. Or, je vous ai dit, être entrepreneur, c'est être visionnaire, c'est déjà réfléchir à ce dont les autres auront besoin. Pour parler comme les jeunes, la culture du chap-chap. Les gens voilà, ont le chap-chap rapidement. Vite. Or, plus le cycle de production est court, plus ça meurt rapidement. L'entrepreneur, c'est celui qui parie sur le futur, qui n'est pas opportuniste, qui n'est pas affairiste. Et qui prend des risques pour... Qui prend des risques, mais des risques calculés. Voilà pourquoi on fait l'étude de faisabilité. Faisabilité commerciale, pour identifier les clients, les produits. Faisabilité technique, pour voir comment on va mettre sur le marché ces produits ou ces services. Et puis la prochaine fois, on verra la faisabilité financière qui va nous permettre de voir quel est le volume d'argent que je dois consacrer à mon affaire, tant en fonds de roulement qu'en investissement, et dégager la rentabilité ou la non-rentabilité pour amoindrir. Vous voyez, les gens sont parfois très enthousiastes. Il faut... D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Vous avez vu, hein, très chers téléspectateurs, on a posé des questions, des cas concrets à notre invité qui ne s'est pas deviné, qui a répondu. Et ça fait plaisir. Chaque fois que vous avez l'occasion, vraiment envoyez-nous vos suggestions par rapport à l'émission qui se déroule en direct, quel que soit le chroniqueur, quel que soit le spécialiste sur place, il va vous répondre à toutes vos questions, comme celui qui va venir dans quelques instants. Et c'est une personnalité du monde de la justice que nous allons accueillir, mesdames et messieurs, dans quelques instants seulement, juste après la pub. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Sous le patronage et la présence effective de son Excellence M. Daniel Kablan-Dinkan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, sous le parrainage de Siandou Fofana, ministre du Tourisme, le ministre Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Komoué et son conseil, convient les autorités et populations à la double cérémonie de remise des livrables et d'inauguration du premier office régional de promotion touristique de Côte d'Ivoire dans le Sud Komoué, le mardi 5 décembre à 16h à Ensa Hotel de Grand Massam. Infoline 49 16 31 28. Sous l'égide du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, la RTCI organise, en collaboration avec le groupe Défi et Stratégie, la 8e édition du Forum sur la normalisation et le développement des télécommunications TIC du 5 au 7 décembre 2017 à l'hôtel président de Yamoussoukro. Thème: solutions pour la couverture et l'ensemble de la population et la fourniture de services de télécommunications de qualité, avec la participation de Move, MTN, Orange Côte d'Ivoire. Au programme, des conférences thématiques et des tables rondes. Infoline 22 41 0000. En Côte d'Ivoire, les véhicules de transport mal entretenus et vieillissants sont les principales sources de pollution de l'air dans les grandes villes. Chers transporteurs de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants et veillons à l'entretien de nos véhicules afin de préserver notre santé et offrir un environnement sain à nos populations. Les transporteurs de Côte d'Ivoire disent non en chœur. Stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Infoline 20 21 18 56.
pouvoirs du juge d'instruction, voilà, très important dans le système judiciaire, quel que soit le pays. Nous allons parler bien sûr de ce rôle-là, voir un peu ses influences. Je rappelle, mesdames et messieurs, que le juge d'instruction est un magistrat du siège du tribunal de première instance. Il intervient avant l'éventuel procès pénal en vue de réunir tous les éléments permettant de déterminer si les charges à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour que celles-ci soient jugées. C'est la raison pour laquelle il y a une certaine hantise lorsqu'on parle de rencontre avec le juge d'instruction. Vous avez le moyen, mesdames et messieurs, de nous envoyer vos questions, suggestions à travers tous les démembrements technologiques de notre émission Matin Bonheur. Mais vous le savez, quand il y a une thématique, il y a un reportage, il y a une explication, parce que la pédagogie, c'est notre fort. Regardez. Le juge d'instruction est un magistrat de siège nommé par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Cela m'amène à définir l'instruction. L'instruction, c'est la phase de l'instance pénale qui consiste à réunir des éléments de preuve à charge et à décharge contre la personne qui est poursuivie. Le juge d'instruction est donc un élément clé du système judiciaire. Mais un tour dans les rues d'Abidjan, on se rend compte vite que le juge d'instruction n'est pas connu. Qui est-il? Que fait-il? Difficile de répondre à ces questions. Bon, franchement, un juge d'instruction, j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas ce qu'il fait. Un juge d'instruction, non, je ne connais pas. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que, pour moi, en tout cas, un juge, c'est un juge, mais un juge d'instruction, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le juge d'instruction ou simple juge, on ne fait aucune différence. En clair, juge, c'est juge. Et pourtant, le juge d'instruction est une fonction à part entière. Le juge d'instruction, avant de diligenter les enquêtes, est saisi par réquisitoire introductif d'instance du procureur de la République. Il peut être également saisi par la partie qui se sent lésée sur plainte avec constitution de partie civile. Et c'est à ce moment seulement que le juge d'instruction peut diligenter les enquêtes. Il ne peut pas s'auto-saisir. Il n'est saisi que par le procureur de la République ou la partie qui se sent lésée par une infraction. Alors, dès lors qu'il est saisi, il déploie tous ses pouvoirs pour pouvoir réunir des éléments de preuve. Il convoque la personne qui est mise en cause, il l'entend, il entend des témoins, il cherche à obtenir s'il y a des objets qui sont cachés dans des domiciles, donc ce qu'on appelle la perquisition, peut se rendre dans des domiciles pour aller effectuer une perquisition, saisir des objets, des documents ou même des données informatiques. Le juge d'instruction, magistrat ou policier, il intervient dans les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes. Il possède donc une double mission, procéder en toute impartialité à la manifestation de la vérité et prendre certaines décisions juridictionnelles. En clair, c'est un juge doté de larges pouvoirs, d'où cette appréhension du justiciable. Oui, je pense qu'on peut corrompre un juge d'instruction. Oui, un juge, c'est un homme. C'est possible de le corrompre, même si ça ne devrait pas, mais c'est possible. Au tribunal ou dans le droit, le juge d'instruction, c'est l'homme fort. C'est celui-là même qui est au-dessus de tous les autres juges. Alors, s'il arrivait que je me retrouve dans des histoires et que c'est lié par exemple au tribunal et qu'il y a quelqu'un qu'il faut corrompre, le juge d'instruction, bien évidemment, c'est celui-là même qu'on peut corrompre parce que c'est indéniablement c'est la tête. Ouais, vraiment. Corruption, importance, pouvoir. Pourquoi le juge d'instruction fait peur? Enfin, ça dépend aussi à qui. Oui, le juge d'instruction fait peur parce que le juge d'instruction a d'énormes pouvoirs. Et il a la possibilité tout de suite de vous priver de votre liberté, de vous priver de votre fortune pour un bon moment avec les saisies et tout. Et c'est pour ça qu'il fait peur. Et vous voyez, c'est le seul qui dispose du pouvoir de vous arrêter pour un long moment. J'ai dit immédiatement, mais pour un long moment. Quelle que soit votre situation. Quelle que soit votre situation. Votre richesse, votre richesse, votre parce rang. que, oui. Et il n'a pas besoin d'autorisation spéciale du procureur pour pouvoir étendre à qui il veut l'infraction qui est différée devant lui. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais satisfaire un peu ma curiosité. Vous êtes, M. Coulibaly Ousmane Victor, vous êtes doyen des juges d'instruction.
Je me permets, vous êtes si jeune, vous êtes un doyen, je ne peux pas expliquer. Je le dis souvent, le doyen des juges d'instruction, ce n'est pas le plus vieux des juges. Il ne croule pas sous le poids des ans, mais sous le poids des dossiers. Et il est le plus expérimenté, le plus ancien des juges d'instruction. Et on l'appelle doyen parce qu'il est le plus expérimenté des juges d'instruction. Vous êtes jeune, mais vous êtes un doyen. Oui, je suis le plus expérimenté des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan et le plus ancien en grade. D'accord. Alors, cher doyen, dites-nous, quels sont les modes de saisine du juge d'instruction? Le juge d'instruction peut être saisi par deux voies. Soit par le procureur de la République avec un réquisitoire introductif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que un dossier qui arrive devant le procureur après l'enquête préliminaire du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, et lorsqu'il a son procès verbal, il décide soit de l'envoyer directement en jugement, par le flagrant délit ou bien par la citation directe, soit de saisir un juge d'instruction, parce qu'à ce moment, il estime que l'enquête n'est pas suffisamment claire pour être amenée directement devant le juge de jugement. Et donc, il demande à un juge d'instruction d'éclaircir un peu l'affaire, afin que l'affaire reparte devant le juge de jugement pour être jugée. De façon claire, comme ça, moi je vois juge d'instruction, dans le mot instruction, c'est-à-dire c'est lui qui déclenche, qui instruit, c'est comme ça qu'on peut voir ça? Oui, il instruit, c'est-à-dire qu'il enquête. Voilà, c'est un juge enquêteur, un juge fouineur, j'allais dire. Il fouille tous les éléments de l'infraction qui lui est déférée. Il sort les éléments, il les explicite et il les met à la disposition du procureur pour saisir le juge du jugement. Alors, quels sont les principes qui gouvernent l'instruction? Les principes qui gouvernent l'instruction sont au nombre de 3 ou 4. Il y a d'abord la séparation des fonctions. Il faut savoir que le juge d'instruction, il ne juge pas. Il ne fait qu'instruire. Il ne poursuit pas non plus. Ce n'est pas un juge qui poursuit, c'est le procureur qui poursuit. Le juge d'instruction instruit et le juge juge. Le juge, on appelle le juge de jugement, le juge. Et donc le juge d'instruction explicite et il met à la disposition du procureur pour saisir le juge du jugement. Donc il y a une séparation nette du pouvoir. C'est-à-dire que si un juge d'instruction ne peut pas instruire une affaire et aller le juger, c'est un des principes. Et il ne peut pas aussi poursuivre, comme je vous le dis, c'est le procureur qui poursuit et lui il instruit. Ensuite, il y a l'instruction à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il ne juge pas, comme j'ai dit, il ne dit pas que telle personne qui est poursuivie est coupable. Il instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire que quand il y a des éléments qui plombent, j'allais dire, l'inculpé, il insiste pour le plomber. Mais s'il y a des éléments qui peuvent le mettre hors de cause, il insiste dessus pour le mettre hors de cause. De sorte qu'à la fin de son instruction, il a les idées claires pour savoir si cette personne doit être renvoyée en jugement ou plutôt laissée, après un non-lieu, laissée en liberté. Ensuite, il y a le secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, c'est un des grands principes de l'instruction, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le cabinet du juge d'instruction est tenu secret. Et ni le juge, je veux dire, ni les juges, ni les avocats qui ont accès au dossier, ni les greffiers, personne ne peut sortir un élément du cabinet d'instruction. Vous êtes sûr que ça, c'est toujours respecté en Côte d'Ivoire? Oui, c'est suffisamment respecté. C'est pour ça que vous avez, je pense que c'est pratiquement la première fois que vous voyez un juge d'instruction sur un plateau. C'est pas pour se parler de ces... Et c'est Martin Bonheur qui a réussi cet espoir. C'est pas pour parler de ces dossiers, c'est pour parler du service de l'instruction. Mais parfois on entend des choses, il y a des choses qui sortent par bribes dans les journaux, tout ça. On ne sait pas d'où ça vient, tout ça. Est-ce que peut-être parfois ça ne peut pas émaner d'un bureau, d'un juge d'instruction, un bureau mal fermé, on ne sait jamais? Exactement, c'est pas impossible. C'est pour ça que quand vous recevez quelqu'un dans votre cabinet, prenez soin même j'allais dire, de fermer, parce que c'est vite parti hein, avec la technologie, les systèmes de technologie actuellement. Et dès que quelqu'un rentre dans votre bureau, tout de suite, vous mettez les dossiers, vous renversez les dossiers, et puis bon, parce que nous sommes malheureusement pas bien. Vous avez une vie entièrement dédiée au secret? Oui. Vous bénéficiez d'une surveillance particulière, parce que ce n'est pas évident également?
C'est pas évident. Oui. Les gens que vous rencontrez. Oui, souvent. non, je veux dire une surveillance particulière quand on a des dossiers assez sensibles. Normalement, on se fait suivre par des gardes du corps, etc. Parce qu'on dit dans le milieu que le juge d'instruction est craint. Pourquoi on parle toujours de cette crainte-là? Pourquoi, quand on arrive à votre niveau, enfin, mieux vaut se tenir à distance parce que on a l'impression que quand on est dans votre bureau, le sort pratiquement semble être scellé. Oui, parce qu'on est saisi des dossiers qui ont déjà fait l'objet d'instruction préalable, comme on appelle, un procès verbal d'enquête préliminaire qui cible déjà ce qu'on vous reproche. Donc quand vous arrivez, la seule personne qui peut vous envoyer en prison, c'est le juge d'instruction. Le procureur ne peut le faire que pendant 15 jours. C'est-à-dire que quand il voit vous traduire devant le tribunal de flagrant délit, il vous met sous mandat de dépôt pour 15 jours. Et puis après, c'est le juge du jugement qui décide. Mais le juge d'instruction, il vous envoie sous mandat de dépôt tout de suite. Vous êtes là-bas pour 4 ans, 5 ans peut-être, selon ce que vous avez fait. Justement, cher doyen, pourquoi ça dure tellement? Il y a le recours systématique au mandat de dépôt, ça devient une certaine mode, ça dure, c'est de votre faute? Non, ce n'est pas un recours systématique. Il y a trop de personnes qui sont à la maca. Oui, c'est parce qu'il y a trop de délinquants. Oui, et puis, il y a trop d'affaires. Il y a trop d'affaires, donc les cabinets sont engorgés. Nous avons des cabinets de... Donc, c'est ceux qui sont à la maca qui doivent en pâtir. Non. Je veux dire, le mandat de dépôt n'est pas systématique. On va en parler peut-être un peu plus loin parce que il y a des modes alternatifs. Ce n'est pas systématique, mais il y a un recours. Il y a un recours trop régulier au mandat de dépôt. On a assisté à ça. Ça fait l'objet de beaucoup de commentaires. La raison du mandat de dépôt, c'est que si le juge d'instruction qui a besoin de l'inculpé pour conduire son enquête n'est pas sûr de retrouver l'inculpé, parce que les routes ne sont pas adressées, les gens changent facilement d'adresse et tout et tout. Années. Non, ce n'est pas pendant des années qu'ils sont en détention. Non, il y en a qui sont pendant des années. Oui, mais la difficulté de l'instruction fait qu'il n'y a pas que les auditions qui font l'instruction. Il y a les perquisitions, il y a les commissions rogatoires, il faut que tout ça revienne au dossier, qu'on rassemble tout ça avant d'envoyer un jugement. Au-delà de juge, vous êtes aussi diplomate. Alors, quels sont les pouvoirs du juge d'instruction concrètement quand on vous écoute? Et ça s'arrête où? Il a des pouvoirs d'investigation. Il a des pouvoirs d'investigation, des pouvoirs d'enquête. Ensuite, il a des pouvoirs de coercition. Et les pouvoirs d'enquête, d'investigation, il a les auditions. C'est-à-dire que c'est entendre, audition, c'est entendre dans son cabinet des témoins, des parties civiles, des plaignants. Il a des pouvoirs d'interrogation. C'est-à-dire que d'interrogatoire, il interroge. Quand vous entendez interrogatoire, c'est à l'égard d'un inculpé. C'est-à-dire quelqu'un qui est poursuivi devant lui, il écoute, et il entend, il fait des confrontations. Il peut faire des confrontations, il peut faire des perquisitions, il peut nommer un expert, il peut faire des saisies. Et puis, parallèlement à ça, il a des mandats. Il émet des mandats de comparution. Ah, c'est pas seulement que le mandat de dépôt? Non, il y a une série de mandats. Il y a le mandat de comparution, c'est-à-dire que c'est le mandat qui délivre à la police ou à la gendarmerie pour faire venir devant lui quelqu'un qu'il veut entendre. Voilà. C'est lui seul qui a ce pouvoir. C'est lui seul qui a ce pouvoir, le pouvoir de comparution, le mandat de comparution. Donc, on fait venir la personne sans le forcer à venir. On lui délivre, le juge a besoin de vous, voilà un mandat de comparution. Ensuite, s'il ne défère pas à cette convocation, à ce mandat-là, il y a le mandat d'amener. C'est-à-dire qu'on va le prendre et puis on l'envoie devant le juge d'instruction, de force. Et si on n'arrive pas à l'avoir, parce que le mandat d'amener suppose qu'on sait où il se trouve. Si on ne sait pas où il se trouve, on lance le mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, justement, c'est on demande à la force publique, partout où on le trouve, de le prendre et de le déposer à la maison d'arrêt, en attendant de le présenter devant le juge d'instruction. Et le mandat de dépôt, c'est-à-dire que même si on le présente devant le juge d'instruction, le mandat le plus fort du juge d'instruction, c'est le mandat de dépôt. Voilà. Tout ça converge. Quand il est conduit devant le juge d'instruction, il lui décerne un mandat de dépôt où il inculpe, mais le mandat de dépôt, c'est seulement après l'avoir inculpé.
Il l'inculpe et puis il le laisse en liberté ou il le place sous mandat de dépôt et il les conduit à la MACA. Alors, quelles sont les voies de recours contre les décisions d'un juge d'instruction? Les voies de recours restent essentiellement la voie de l'appel. C'est-à-dire qu'il appartient à la partie civile qui peut faire appel des décisions du juge d'instruction. Le parquet aussi peut ne pas être... Parce qu'il faut retenir que le parquet est une partie au procès pénal. Voilà, il n'est pas forcément l'allié du juge d'instruction, il est une partie au procès pénal. C'est-à-dire qu'une décision du juge d'instruction peut ne pas plaire en guillemets, au parquet, au ministère public. Donc il fait appel devant la chambre d'accusation. Et donc l'inculpé aussi, toutes les ordonnances du juge d'instruction qui font grief au juge d'instruction, à l'inculpé, l'inculpé peut relever appel de ces décisions-là devant la chambre d'accusation. Alors, chef doyen, la corruption est un sujet qui revient de façon régulière dans le milieu de la justice dans notre pays, en Afrique, dans le monde en général. Est-ce que c'est de mise dans le monde des juges d'instruction? Est-ce qu'il y a des tentatives de corruption parfois? Est-ce que vous vivez des scènes où vraiment le plaignant est coincé et vous propose quelque chose? Ça vous est déjà arrivé? Oui, ça arrive tous les jours, disons. Parce que le juge d'instruction, comme disait le reportage tout à l'heure, une des dames qui a dit, le juge d'instruction, ce n'est pas celui qui est au-dessus de la justice. Le juge d'instruction est un magistrat du siège, il est sous la coupe du président du tribunal. Donc le plus puissant du tribunal d'Abidjan, je veux dire, c'est le président peut-être et le procureur. Les juges d'instruction sont juste des juges qui travaillent sous leur coupe. Mais je veux dire, je l'ai dit tantôt en préliminaire, que le juge d'instruction est puissant parce qu'à tout moment, il peut vous priver de toute votre fortune, de votre liberté pendant un long moment. Donc c'est pour ça qu'il est très craint et les gens n'hésitent pas à vouloir justement, pour se sortir de ce bourbier-là, à lui proposer des choses. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup plus de corruption devant les juges d'instruction qu'ailleurs. D'accord. Lorsque j'ai préparé l'émission avec vous, on s'entendait souvent parler de commission rogatoire. Commission rogatoire, on peut en parler un bout? C'est quoi la commission rogatoire, c'est un acte que le juge d'instruction donne soit à un officier de police judiciaire, soit à un autre magistrat, parce que matériellement, il ne peut pas poser le problème, enfin, régler le problème lui-même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on émet une commission rogatoire pour saisir un juge d'instruction pour certains actes bien précis. La commission rogatoire nationale et la commission rogatoire internationale, vous comprenez que si je dois me déporter, si je dois entendre quelqu'un en France et que je ne peux pas matériellement, je fais une commission rogatoire internationale aux autorités françaises pour pouvoir poser des actes. Il y a des conventions prévues entre les deux pays à cet effet-là. Exactement. Alors, une question qui nous vient de M. Siao. Donc, un inculpé a-t-il le droit de relever appel contre toutes les décisions du juge d'instruction? Oui, il faut savoir qu'il y a des décisions du juge d'instruction qui ne sont pas des décisions juridictionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas des décisions du juge d'instruction qui font grief, qui peuvent faire grief à l'inculpé. Donc, il ne peut pas relever appel de ces ordonnances-là. Vous comprenez? Mais si les autres, tout ce qui fait grief, c'est-à-dire que vous refusez de le mettre en liberté, vous refusez, par exemple, il estime que telle personne n'est pas une partie civile et que vous dites non, je l'entends quand même parce que c'est une partie civile, ils peuvent relever appel de toutes ces décisions, tout ce qui fait greffe à ses intérêts. D'accord. J'espère que le téléspectateur est satisfait. Est-ce que le juge d'instruction peut informer et juger la même procédure? Non. Ah bon? C'est un des principes de l'instruction. Il ne peut pas juger et il ne peut pas instruire et juger après. Sauf, il y a des exceptions. Vous savez, dans le temps, il y avait les juges uniques dans les sections des tribunaux où le juge était en même temps le procureur, le juge d'instruction et le juge du jugement. Donc à ce moment, vous instruisez les OPJ, ils font une enquête. Quand l'enquête arrive à votre niveau, vous devenez juge d'instruction, vous finissez d'instruire, vous montez avec ça à l'audience, vous allez juger. Mais de plus en plus, je pense que dans les sections, il y a la collégialité, maintenant il n'y a plus ça. Au-dessus du juge d'instruction, on a qui? Au-dessus du juge d'instruction, administrativement, c'est le président du tribunal. D'accord. Mais à la cour d'appel, celui qui revise les décisions du juge d'instruction, c'est la chambre d'accusation. Donc c'est le
c'est pas le supérieur hiérarchique, mais je veux dire c'est le second degré d'instruction. Voilà. C'est lui qui contrôle le juge d'instruction. Monsieur Seka de Daloa qui dit, en Côte d'Ivoire, la liberté provisoire est un mythe quand vous rencontrez un juge d'instruction. Après combien de temps de détention un inculpé peut-il bénéficier au fait dans ce pays de la mise en liberté provisoire? Je lis tel qu'elle est. Oui, tout à fait. Non, la liberté provisoire, la loi dit qu'à tout moment de la procédure, on peut demander la liberté provisoire. Donc, quelqu'un qui est mis sous mandat de dépôt aujourd'hui, lundi, mardi, on est mardi aujourd'hui. Mardi, théoriquement, même jeudi, il peut être libéré. Et il peut aussi passer beaucoup plus de temps parce que l'instruction n'est pas encore arrivée à son terme. Et le juge n'est pas sûr que avant la fin de l'instruction, s'il le met en liberté, il n'est pas sûr de pouvoir le retrouver. C'est pour ça que parfois, ça met un peu de plus de temps. Monsieur Koulibaly, il y a trop de mandats de dépôt. Ça revient vraiment régulièrement. Il y a trop de personnes en prison sans jugement. Hein? Et vous, ça ne vous gêne pas? Est-ce qu'il n'y a pas de main occulte? Est-ce qu'il n'y a pas de coup de fil? Il n'y a pas, parce que nous sommes dans un pays, on sait, dans nos pays, il y a beaucoup d'interventions, l'interventionnisme avec I majuscule. Est-ce que ça, ce n'est pas une réalité aussi? C'est le moment d'en parler aussi. Non, mais vous n'allez pas me dire que c'est un monde clair non, comme... Non, évidemment. Vous savez, je vais dire, vous parlez de corruption tout à l'heure. Je veux dire, mais le problème du juge d'instruction ou bien du magistrat, généralement, ce n'est pas seulement que la corruption, ce n'est pas seulement que l'argent. C'est l'intervention des amis, de la famille. Des hommes puissants. Bon, les hommes puissants. Dans l'autre sens, je pense... Des hommes de pouvoir. Les hommes de pouvoir, généralement, c'est pas pour... Quand ils interviennent, c'est pour juste... Peut-être plus pour libérer que pour mettre quelqu'un en prison. Donc ils interviennent alors. Non, je veux dire, s'il y a des hommes de pouvoir, s'il y a de l'argent, s'il y a des amis et tout, tous interviennent pour pouvoir sortir des prisons. Alors que vous dites qu'il y a beaucoup plus de gens en détention, donc est-ce qu'on ils peuvent intervenir aussi pour maintenir des personnes qui ne sont pas de leur accointance en prison. C'est pas ce qui ne se fait pas dans nos pays en voie de développement. Non, généralement, le juge d'instruction est assez libre de ces... D'accord. Donc c'est normal pour vous qu'il y ait tant de personnes... C'est pas normal, mais je vais dire, nous sommes 10 juges d'instruction. Et la loi nous impose, par exemple, de voir chaque dossier une fois par mois. Et ça, c'est les règles. Mais nous sommes parfois 400, 500 dossiers. Même si vous voulez voir 20 dossiers par jour, là, vous ne pouvez pas faire les 600 dossiers. Donc, on a un problème à ce niveau parce que je pense qu'il faut un peu plus de cabinets d'instruction. Nous avons 10 cabinets d'instruction pour le tout Abidjan et ce n'est pas suffisant. Et justement, en parlant de problèmes, il y a bientôt un logiciel qui va vous aider. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, grâce à la promptitude de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Sanson Kambile, que nous profitons pour saluer au passage, qui se trouve aux États-Unis pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire sur d'autres sujets. Alors, en quoi ça va vous aider ce logiciel-là? Vous savez que tout marchait jusqu'à présent sur la paperasse. D'accord. Et chaque fois, le juge d'instruction est obligé, dans les textes, il est obligé de sortir des notices mensuelles. Voilà. Et de dire tous les actes qu'il a posés dans le mois. Et il met à disposition, il en fait une compilation, il met à disposition des autorités, enfin des autorités judiciaires pour pouvoir contrôler le juge d'instruction. Et avec le logiciel, c'est des choses qui vont se faire plus facilement. Et on va justement, on parle des longueurs de détention. Parfois, à cause du nombre de dossiers qu'on a, on peut oublier que telle personne est encore en détention et tout, alors qu'avec le logiciel, on signale en même temps que telle personne a fait 4 mois, normalement elle doit être libérée ou bien on doit prolonger sa détention et tout. Donc c'est un logiciel bien fait et qui va vraiment fluidifier un peu, beaucoup, même les cabinets d'instruction. Merci beaucoup à vous. Je rappelle M. Koulibaly Ousmane Victor, doyen
des juges d'instruction. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour Matin Bonheur de recevoir pour la première fois sur un plateau de télévision un juge d'instruction. Merci d'avoir accepté donc cet exercice et puis transmettrez donc nos salutations les plus respectueuses à toute la famille judiciaire. Merci, Matin Bonheur pour aujourd'hui, c'est terminé. J'étais le juge d'instruction de cette journée en ce qui concerne cette émission. Je fais un gros bisou à Eva. On la retrouvera demain avec beaucoup de plaisir. Allez, passez une très bonne journée et puis petit à petit, vous sentez que les fêtes commencent. On espère que vous n'allez pas oublier de nous envoyer les photos des sapins, des préparatifs de décoration de chez vous. Bonne journée. Dieu veille.